Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est avec ces bienheureuses paroles de foi de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous d'information sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, vous suivez le journal. Dans sa marche quotidienne, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire prône le vivre ensemble en se rapprochant des fidèles de l'intérieur du pays. C'est dans cette dynamique que le Bureau national des femmes s'est rendu récemment dans le district de Daloa pour une visite de travail. Au terme de leur séjour, les femmes ont communié avec leurs sœurs de ce district au cours du culte du dimanche 30 juin dernier. Emmanuel Abalé revient sur les temps forts de cette rencontre. Après les séances de travail avec leurs sœurs du district missionnaire de Daloa, le Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire a tenu à partager le culte dominical avec la communauté Emmanuel de Daloa le dimanche 30 juin 2024. En marge de la journée dédiée au mouvement de réveil, l'oratrice du jour, Dadier Yolande, a exhorté le peuple de Dieu en général et les femmes en particulier à être des femmes de prière et des femmes actives dans l'église méthodiste. Sachant que quand tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu n'as pas eu la solution à ton problème, il faut persévérer. Le Seigneur a parlé de persévérance. On doit persévérer jusqu'à obtenir les résultats. Le culte dominical s'est fait en présence du révérend pasteur Jonas Ewagnan, surintendant du district missionnaire de Daloa, et du secrétaire du district, Légué Mobu Roland. Au titre des allocutions, Madame Marilyn Sakou, présidente de l'Union des femmes méthodistes du district de Daloa, au nom de ses membres, a noté toute la satisfaction qui est la leur pour les outils et les acquis reçus lors du séjour de la délégation du Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. Elle a profité pour offrir un présent au couple Beda. Cette visite est prometteuse dans la mesure où, avec tous les conseils que la présidente nous a prodigués, et les stratégies qu'elle nous a données, nous pensons qu'avec tout cela, nous serons en mesure de relever le district. À sa suite, le surintendant du district missionnaire de Daloa, le révérend pasteur Ewagnan Jonas, a remercié toute la délégation du Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, tout en leur souhaitant un retour agréable. Nous sommes tout heureux de vous accueillir ici, dans le district missionnaire de Daloa. Il faut que toutes les femmes s'intéressent, parce que si ces femmes-là s'intéressaient aux activités de l'Union, nous serons un district fort. Elles sont une force pour nous que nous devons exploiter davantage pour aller de l'avant. Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, s'est dite heureuse de la mobilisation et a tracé les perspectives. Nous avons donc eu des échanges. À l'issue de ce qu'elles nous ont dit, nous avons décelé vraiment qu'il fallait donner des stratégies de mobilisation à ces femmes pour que les choses démarrent. Nous avons fait un état des lieux et nous avons donné des stratégies, nous avons donné des conseils. Par la grâce de Dieu, les choses iront mieux. Que le Seigneur les éclaire, les guide et surtout qu'elles ne se découragent pas. Quelle avance. Cette visite du Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire restera gravée d'une pierre blanche dans le cœur des femmes méthodistes de Daloa. Le programme de la présidente de l'Union des femmes nous a vraiment nourri les enseignements sur la parole de Dieu qui nous a vraiment édifiés. Nous avons trouvé ce moment très intéressant, ce programme avec la présidente. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce que ça s'est bien passé. Nous prions que ce genre de moment vraiment puisse se tenir de sorte que dans nos églises locales, les femmes puissent être motivées pour l'œuvre de notre Dieu. C'est au rythme des chants mélodieux de la chorale liturgique d'Emmanuel et de la chorale de la jeunesse de Daloa que chaque secteur de Daloa a fait une offrande en vue de soutenir les activités génératrices de revenus du Bureau des femmes méthodistes du district missionnaire de Daloa.
Parlons communication. Initialement prévue dans le mois de mars, la semaine de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se tiendra du 8 au 14 juillet 2024. Les festivités débuteront à partir du 12 juillet dans le district de Yamoussoukro. Pour la réussite de ce grand rendez-vous annuel des communicateurs, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Réunis en comité exécutif à la salle Martin-Lépris du Jubilé de Cocody, les responsables de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont discuté et peaufiné l'organisation de la Semaine nationale de la communication qui se tiendra du 12 au 14 juillet 2024 dans le district de Yamoussoukro. Pendant cette séance de travail, l'heure était à la révision des effectifs, l'examen des conditions d'hébergement et les dispositions logistiques des formations et des activités qui s'y dérouleront. Nous sommes en train de passer en revue les points de diligence, ce qui reste à faire, revoir le programme et puis essentiellement mettre l'accent sur le déplacement et l'hébergement de tous ceux qui viennent. Nous étions en train d'estimer la participation autour de 150 personnes. Et nous avons déjà dépassé le quota de 150, donc il nous fallait nous asseoir pour voir un peu comment on peut affûter les choses au niveau de l'organisation. Dans un contexte de l'évolution de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et face aux réalités technologiques du XXIe siècle, ce rendez-vous des communicateurs tiendra toutes ses promesses, a mentionné Madame Dominique Talmastairo, directrice générale de la communication, qui n'a pas manqué de lancer un appel. Nous sommes en train de passer en revue les points de diligence. Il y a 3 grands axes dans la semaine de la communication depuis toujours. Il y a d'abord l'axe de la formation, l'axe numéro 1. Il y a l'axe 2, le temps de la détente et en même temps de l'action sociale. Et puis le 3e axe important, c'est le culte officiel de clôture. En présence des premières autorités de l'Église, venez pour que nous puissions nous former. Notre Église a besoin de professionnels en matière de communication. Et au moment où l'Église amorce un virage important de son histoire, il est bon que nous soyons outillés pour accompagner l'Église dans ses enjeux présents et futurs. Nous vous attendons à Yamoussoukro. Ne vous faites pas compter, que vous soyez communicateur ou non, vous avez votre place. Rejoignez-nous. Rappelons à tous les communicateurs que le départ pour Yamoussoukro est prévu le vendredi 12 juillet 2024 à 6h30 au Jubilé de Cocody. Mettons le cap sur la commune de Yopougon où plusieurs chorales liturgiques étaient en lice dans le cadre de Cabod 2024. Ce concours de chant choral initié par le surintendant du district, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, a vu la 2e manche de sa compétition au temple Gethsémani d'Abobo-Doumé. Le reportage de Yokole Zogbe et Marcel Dali. La compétition de chorale dénommée Cabod, initiée par la surintendance en partenariat avec le directeur musical du district de Yopougon, a tenu sa 2e manche de présélection de chorale. Réunis au temple Gethsémani d'Abobo-Doumé, ce sont 12 chorales qui ont été mis à l'épreuve pour décrocher une place dans les phases finales. Hormis les compositions propres aux différentes chorales, le cantique Gloire à Dieu, numéro 329, a été le chant imposé, dans une exécution sans sonorisation et sans instrument. Pour les responsables du directoire musical national présents à cette célébration, c'est un choix judicieux. Nous avouons que le niveau est élevé et que les chorales ont travaillé. Il faut féliciter les chorales parce que ça permet à chacun de se surpasser. C'est une bonne chose pour amener les uns les autres à travailler sans forcément compter sur les instruments modernes dont nous disposons. C'est une bonne chose que le district de Yopougon, en tout cas le surintendant, ait pensé à ce concours qui fera certainement école dans toute la conférence.
Pour cette première édition, qui rassemble différentes catégories, à savoir les chorales liturgiques, les chorales de jeunesse, les chorales d'école du dimanche, les groupes musicaux, l'objectif est clair, créer une plateforme de chorale pour permettre aux différents acteurs de la louange du district de Yopougon de parvenir à l'excellence dans leur adoration. Instigateur de cette œuvre, le très révérend Séraphin Moundé n'a pas manqué d'encourager les participants. On parle beaucoup de Yopougon. Et la louange à Yopougon, c'est une référence. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme-là. Je veux que le district de Yopougon soit un district là où on est, là où on vit, et là où on est heureux, là où on partage la joie. Au terme de cette activité, ce sont les chorales d'Exode et d'Oreb qui se partagent la première place de manière ex aequo. Une nouvelle qui a créé l'émulation chez les vainqueurs. C'est un grand honneur pour la place que nous occupons, premier ex aequo. C'est une place d'honneur et parce que la chorale Oreb est en train de se repositionner. Donc quand une chorale a de bons maîtres, il n'y a pas de raison qu'elle fasse de piètres prestations. C'est un concours qui est très bienvenu. Exode est déclaré premier et c'est une satisfaction. Nous sommes très heureux d'avoir remporté Kabod. Nous allons maintenant pour la finale. Semaines de répétition, mais on a cassé la barrade. La base c'est Exode, la base. Le révérend pasteur Béhi Georges, pasteur en charge de l'église de Gestemane d'Abobodoumé, pasteur hôte, a marqué toute sa reconnaissance du fait d'accueillir une manifestation d'une telle envergure. La grande finale de Kabod est prévue le 28 septembre 2024 au temple Exode de Yopougon-Sikoji. Un autre chapitre dans cette édition, enseignement supérieur. Les recteurs des universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie se sont réunis récemment à Praia, au Cap-Vert, dans le cadre de la 2e conférence régionale de cette institution. Une rencontre à laquelle la Côte d'Ivoire a pris part avec plusieurs représentants. Les détails avec Raphaël Dompé. La 2e édition de la conférence régionale des recteurs des universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie AUF s'est ouverte le mercredi 3 juillet 2024 à Praia au Cap-Vert. Cette conférence régionale appelée C2R permettra d'aborder plusieurs thèmes axés sur la mobilité, l'employabilité, la recherche et l'innovation. Nous sommes aujourd'hui à la C2R, la conférence régionale des recteurs des universités, membres de l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF a 10 régions, donc 10 conférences de recteurs. Nous sommes à la 2e conférence des recteurs de l'Afrique de l'Ouest. Lors de la rencontre, 4 commissions ont été mises en place afin de mener des réflexions sur les stratégies de mobilité internationale et d'employabilité dans l'espace francophone. Aujourd'hui, nous avons mis sur place 4 commissions. Une commission recherche, une commission insertion pédagogique, une commission numérique, et les différentes commissions aujourd'hui vont donner la substance de leurs travaux durant toute l'année, et aujourd'hui les recteurs vont prendre des décisions pour la suite de l'accompagnement que l'AUF va faire à nos différentes institutions. Donc aujourd'hui ils sont là pour prendre des décisions communes, concertées, pour l'avancement de l'Agence universitaire de la francophonie. En plus de la représentante pays de l'AUF en Côte d'Ivoire, professeur Bosson Jocelyne, le professeur René Nyalega, au nom de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a pris part à cette conférence. Cet événement vise à renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest par la promotion des dynamiques de collaboration et des partenariats stratégiques autour des grandes priorités régionales.
Retenons que l'Agence universitaire de la francophonie regroupe 12 pays membres, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. 25 000 logements sociaux seront très bientôt construits et c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé au lancement de ces travaux cette semaine en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de location-vente et location simple vise à permettre aux Ivoiriens de se loger décemment et à des coûts abordables. À cette cérémonie, le chef du gouvernement qui a procédé à la pose de la première pierre des travaux a expliqué le processus d'attribution et d'acquisition de ces logements. Nous sommes venus, frères et sœurs ivoiriens, pour vous dire que désormais, il y aura la location-vente et la location simple. Voici la grande nouvelle du jour. Personne ne sera exclu. Nous allons voir avec le ministre de la Construction, il y aura très peu de choses à payer. Ce ne sera pas 5 mois de loyer, ce ne sera pas 20 mois de loyer. Vous payez un petit loyer et vous rentrez dedans. Mais là où on sera exigeant, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer votre loyer. Je demande aux entreprises, premièrement, aux bureaux d'études, deuxièmement, aux bureaux de contrôle, troisièmement, d'être très vigilants. Il faut respecter les prix que vous avez annoncés, les délais sur lesquels vous êtes engagés et la qualité que les Ivoiriens attendent. Et de temps à autre, les membres du gouvernement viendront visiter le chantier. Après, ici, nous allons aller au PK24. Nous irons à Yamoussoukro, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire sera en chantier. Voilà ce que le président Alassane Ouattara veut faire pour les Ivoiriens. Un projet très attendu par les populations ivoiriennes. Éducation nationale. Dans quelques jours seulement, les parents des élèves admis à l'entrée en 6e et en seconde pourront effectuer l'orientation et l'affectation de leurs enfants à partir de leur téléphone. Ce samedi 13 juillet, les parents pourront procéder eux-mêmes à l'affectation ou à l'orientation de leurs enfants admis en classe de 6e à partir du téléphone portable dès 23h59. Cette opération concerne tous les élèves admis au CEPE et ayant obtenu au moins 85 sur 170 points, soit 10 sur 20 de moyenne. La première phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 153 et 170 points. Cette phase part du samedi 13 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h50. La deuxième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 136 et 170 points. Cette phase part du dimanche 14 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. Les élèves admis en classe de seconde pourront, quant à eux, procéder à leur affectation ou orientation dès le 21 juillet sur le coup de 23h59. La première tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 14 et 20 de moyenne. Cette tranche part du dimanche 21 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. La deuxième tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 12 et 20 de moyenne. Cette tranche part du lundi 22 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024
à 23h59. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile présents en Côte d'Ivoire, en envoyant DOB par SMS au 99 91 et suivre les instructions. Pour les conditions d'accès aux établissements d'excellence, se référer à la plateforme www.education.gouv.ci ou www.mendob-ci.org. Dans la sous-région, en Mauritanie, après l'élection du président Mohamed Ghazouani pour son deuxième mandat, des heurts ont éclaté dans plusieurs villes, faisant au moins 3 morts. En Mauritanie, 3 personnes ont trouvé la mort à l'occasion des manifestations populaires de lundi contre les résultats des récentes élections présidentielles. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité ont dû faire face à des manifestations à Kaïdi, ville à forte population noire et acquise à l'opposition dans le sud du pays. Des heurts ont aussi éclaté dans les villes de Nouadhibou, Rosso-Zouéra et Bogué, et également des bastions de l'opposition. Selon les autorités, plusieurs autres personnes auraient été blessées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. L'accès à Internet mobile a été bloqué mardi et les autorités sont à la recherche des auteurs des violences. Le scrutin de samedi s'est soldé par la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani, selon la commission électorale, un résultat contesté par son principal opposant Biram Da Abeid. Élection toujours face à la montée de l'extrême droite en Europe après les législatives, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète sur la croissance des discours populistes dans le monde. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde mercredi contre l'augmentation de la haine et de la discrimination à travers le monde durant cette méga-année électorale. Volker Turk s'est adressé aux journalistes au sujet des élections en France et au Royaume-Uni qui se tiennent cette semaine. Je suis toujours inquiet lorsque j'entends des récits qui dénigrent l'autre, qui déshumanisent l'autre, qui font du migrant, du réfugié, du demandeur d'asile, du groupe minoritaire, un bouc émissaire. Nous devons être très vigilants car l'histoire nous apprend, en particulier en Europe, que la diffamation de l'autre, le dénigrement de l'autre est le signe avant-coureur d'une situation pire encore. C'est pourquoi nous devons tirer la sonnette d'alarme. Le haut fonctionnaire de l'ONU a dénoncé des discours populistes et extrémistes qui vont de pair avec la progression des partis d'extrême droite en Europe, appelant à une tolérance zéro envers les propos haineux hostiles aux immigrés. Au niveau de l'environnement avec le réchauffement climatique, l'ouragan Beryl continue sa course dévastatrice dans les îles Caraïbes et se rapproche de plus en plus de la Jamaïque. L'ouragan Beryl se dirigeait vers la Jamaïque mercredi. À Kingston, les habitants tentaient de se protéger avec tout ce qui leur passait entre les mains. Des efforts qui pourraient s'avérer insuffisants au vu de la puissance de Beryl et ses vents soufflant à 230 km/h. Je m'en remets au Seigneur. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver. Je dois donc juste prier pour que tout le peuple jamaïcain soit en sécurité et que nous n'ayons pas à déplorer des morts ou des pertes. Beryl est actuellement un ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5 selon le Centre américain des ouragans. Il a déjà fait au moins 7 morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes. Saint-Vincent en particulier, Canouan, Meiro et l'île des Antilles, ainsi que les Grenadines de Grenade, Carriacou et la petite Martinique ont été les plus touchés par l'ouragan Beryl. Beryl doit ensuite frôler ou survoler les îles Caïmans dans la soirée ou tôt jeudi selon le NHC. L'ouragan doit se diriger par la suite vers la péninsule du Yucatan au Mexique. Nous terminons avec cette information en sport. Le chemin vers la CAN 2025 est désormais connu après le tirage au sort effectué le jeudi 4 juillet 2024 en Afrique du Sud. Figurant parmi les 48 sélections en lice à la tête du groupe G, la Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera la Zambie, le Tchad et la Sierra Leone. La prochaine CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.
Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Espérance TV. La paix du Seigneur demeure avec chacun de nous. Shalom.